Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté de DMG. C'est dans le but que Jacqueline qui raconte les histoires de son quartier. J'ai une petite histoire qui a été racontée par l'une de mes cousines qui avait toujours le problème avec son problème de santé avec son mari. Elle a eu son mari qui a été très très malade et son mari souffrait. Il est parti à l'hôpital. On demandait, on ne voyait pas, on faisait des visites, on ne voyait pas le problème de sa santé. On demandait qu'est-ce qu'il a, on ne voyait pas. C'est après toutes les recherches qu'on a vu que on disait que c'était le cœur. On a vu le cardiaque dans les remèdes, on ne voit rien. Après le cardiaque a commencé à donner les remèdes parce que le battement du cœur était un peu, c'est rapide, c'est pas. On a essayé de donner le traitement. À fur et à mesure qu'on donnait un traitement assuré pour le mois, il donnait rien, il donnait rien. On changeait de traitement. C'est comme ça qu'on a regardé. On a commencé à se tourner et il faisait des rêves qui faisaient qu'il voyait 3 hommes, 2 hommes et une femme qui étaient toujours là en train de le chercher. Il disait, on lui demandait est-ce que tu vois ces messieurs-là? Il dit qu'il les voit mais il ne les reconnaît pas. Il voit seulement, il ne voit pas bien leur face. Qu'il le suivait et qu'il lui disait que monsieur, tout ce que tu as travaillé, tu ne mangeras pas. Et sa femme lui disait toujours, il se réveillait la nuit, il disait ça à sa femme. Sa femme lui dit, dis-leur que tu vas manger, ce que tu as travaillé, tu vas manger. C'est comme ça qu'on regardait, partait toujours à l'hôpital. On partait toujours à l'hôpital, le cas était toujours grave, hospitalisé aujourd'hui, hospitalisé demain. Il sort, après il revient, rien. C'est comme ça qu'il prenait alors le traitement. Comme son mari travaillait, on l'a évacué. Et les rumeurs disaient seulement que ça doit être le frère de son papa qui lui fait ça. Il a un blanc. Il a pris la magie des blancs. Il a un blanc qui exécute souvent ses mots. Quand il veut tuer quelqu'un, c'est le blanc qui vient te chercher, qui fait comme ça. Les rumeurs, quand on dit que quelqu'un est attrapé, quoi, tout ça, on racontait. Elle disait toujours qu'elle partait à l'hôpital. C'est comme ça que comme son mari travaille dans une bonne société, on l'a évacué en Europe, au Maroc. Il est parti au Maroc là-bas. Maman, on trouvait qu'on ne pouvait même pas, on dit le cœur, parce qu'il y a parfois on change le cœur pour mettre la pile. On dit que le cœur est fatigué, on ne pouvait pas. On voulait changer pour mettre la pile, on n'a pas pu. C'est comme ça qu'il ne faisait que maigrir. Et il faisait toujours ce cauchemar. Les gens là ne faisaient que le poursuivre. Ils disent que tu ne meurs pas, on le pousse. Elle dit qu'elle est restée là-bas avec son mari à l'hôpital pendant près de 2 mois. Pas de suite. Elle était toujours en train de... Et elle rappelle d'abord que quand elle était... Ses oncles qu'on disait qu'on soupçonnait qu'il était dangereux là, qui tuait les gens, qu'il avait un blanc. Il n'a pas mis pied. Toutes les hospitalisations qu'il faisait là au Cameroun, il n'avait pas mis pied, ni sa femme. Mais quand il avait changé d'endroit de l'hôpital parce qu'il devait être évacué, c'est ce même jour qu'il est venu, que sa femme est venue le chercher. Il dit que chercher maintenant, c'est comme s'il sent que
il va se déplacer. Et la personne a menti. Elle dit qu'elle était obligée de dire qu'ils sont encore dans cet hôpital-là. L'hôpital cardiologue dit que tu es encore là. Oh, il s'était déjà déplacé pour pouvoir voyager. Mais tu sais, comme les gens sont mystiques, il a vu, ces gens-là ont su qu'il est en train de voyager. Je ne sais pas, mais je me dis qu'ils ont voyagé avec eux, mystiquement. Ils sont arrivés là-bas au Maroc. C'est ce que je me dis, parce qu'elle dit que quand elle est arrivée là-bas, elle l'a vu dans le rêve, qu'elle marchait sur les routes du Maroc là-bas. Elle, sa femme, la femme du monsieur qui est malade, elle marche en route, elle voit un blanc qui ne fait que suivre sa silhouette. Donc, elle marche le blanc sur sa silhouette, elle marche le blanc sur sa silhouette. Elle dit que mais le blanc, c'est quoi? Elle me veut même quoi? Et elle se tourne comme ça, elle voit le blanc fait comme si il ne s'arrête pas. Quand on suit quelqu'un, elle dit qu'elle a vu un blanc. Elle dit que attends, quand elle veut se tourner comme ça, elle veut traverser. Quand elle traverse pour que le blanc ne suive plus ce côté de la route. Elle part là-bas, le blanc suit. C'est quand elle repasse comme ça qu'elle voit son oncle là-bas, face à face, qui lui dit que tu t'embrouilles même là pour rien. Tu crois que tout ce que tu fais là, voyager, quitter le Cameroun, venir ici, ça fait quoi? Tu t'embrouilles là pour rien. Il faut laisser tout ce que tu fais là. Arrête ça. Arrête ce que tu fais là. Elle a sursauté, elle s'est réveillée. Elle a dit à son mari que papa, l'affaire qu'on dit ici là, je vois que c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, la veille qu'on devait voyager là, quand t'attends de venir pour demander là où on est, ils ont cherché, c'est ceux qui ont pris leur avion de nuit pour venir nous suivre ici. J'ai vu le blanc là, comme on en parle toujours, j'ai vu le blanc. Et quand j'ai vu le blanc, monsieur, elle, en tout cas, elle a expliqué la scène qui s'est passée dans son rêve. Son mari a dit que, c'est Dieu seul qui sait. Mais le Seigneur qui va décider, c'est comme ça qu'elle a tout fait. Le traitement ne donnait pas, qu'on en voulait forcément pour l'opérer, ça ne donnait pas. Comme ça qu'elle a pu, elle est rentrée. Arrivée, ça n'allait toujours pas. Elle a essayé de cacher son mari pour qu'il ne voie pas, mais ils étaient sur elle, sur lui, ils n'ont pas pu. Comme ça qu'elle a fait le traitement. En tout cas, ça n'a pas pu supporter. Il maigrissait, tout ce qu'on donnait, rien. Après, elle est décédée. On est en train de dire que vraiment la magie noircie, même si tu fuis comment, quand on t'a déjà pris, parce qu'elle croyait que le fait de quitter ici le Cameroun pour partir au Maroc, elle serait protégée. Vraiment, ça n'a pas protégé. Tous ces gens étaient toujours là-bas. Voilà qu'il y a les avions de nuit qu'ils ont suivi et puis il est parti. Qu'on se méfie trop des gens et se méfier vraiment. Il faut les éviter, mais quand ils t'ont déjà pris, me dire que c'est Dieu seul qui donne le dernier mot. Dieu et le Seigneur Jésus a accepté, c'est pour ça qu'il s'est parti. Mais il a trop souffert. Il avait trop souffert. Il a fait d'abord presque 5 ans de maladie et accélération, 6 mois accéléré, qu'il est parti. Fini à petit feu. En tout cas, c'est ce que je voulais essayer de raconter, que on se méfie vraiment des gens. On dit souvent que c'est les méchants qui sont morts. Ce monsieur était calme, il ne parlait même pas. Mais vraiment, avec tout ce qu'il a travaillé, soutenir sa famille, faire à ce que sa famille soit bien. Au moment où lui pouvait manger, quand on dit qu'il ne va pas manger, il est parti comme ça, jeune de son âge. Après avoir relevé toute sa famille, il est parti. Tout ce qu'il a travaillé n'a pas pu récolter. Donc, vraiment, il y a d'autres gens qui disent souvent que les méchants sont bien. Quand tu es trop méchant, tu vis longtemps. Quand tu es trop bon, tu vis moins. En tout cas, faisons toujours du bien. Il ne faut pas toujours suivre ses prétextes. Faisons toujours du bien. Et puis, méfions-nous toujours et évitez toujours d'affronter. La prière, c'est Dieu qui nous protège de tous ces gens méchants-là. En tout cas, c'est ce que je voulais raconter aussi, la petite histoire qu'on m'a racontée. Mystique. Bye, c'est Madame Ibeke Jacqueline. Bye, Tapiti. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir la team. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la reine Nkungu depuis le Gabon. Alors, je viens vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une dame que nous allons appeler Priska. Priska a sa belle-sœur que nous allons appeler Jeanne. Priska a son fils que nous allons appeler Isaac. Et Priska a sa sœur que nous allons appeler Déborah. Alors, ça se passe en une partie. Et cela s'est passé au Gabon, ici à Libreville, l'année dernière. Voilà comment Priska, elle est mariée, elle est dans son foyer bien et tout.
Et Prisca a fait un enfant avec son monsieur, marié légalement. Voilà, vous voyez un peu, calme, posé. Et puis un jour, Jeanne dit à Prisca, Jeanne, sa belle-sœur, dit, ah, mais Prisca, tous les autres vont venir en vacances et tout, les cousins vont venir de loin, ils vont mener leurs enfants et tout. Tous les enfants vont passer les vacances chez moi. Mais on voit aussi Isaac. Comme ça, Isaac va connaître ses frères qui viennent de France, les autres viennent des États-Unis, les autres viennent du Tchad et tout. Donc, c'est une famille un peu, des frères travaillent un peu partout en Afrique. Et il y a des années comme ça où tout le monde décide de venir en vacances pour faire la fête. Parfois, il y a des retraits de deuil, ainsi de suite. Prisca a dit, ah, mais c'est pas mauvais, c'est bien de connaître ses frères. Prisca soulève Isaac, l'envoie chez Jeanne en vacances. Et Isaac passe de très bonnes vacances. Isaac revient. Sauf que quand Isaac revient des vacances, 3 jours plus tard, Isaac ne dort pas bien. Il fait des cauchemars, il crie dans les rêves, il crie. Il a peur en fait. Et au bout de 3 jours, quand Isaac parle, il n'a plus de voix. La voix a commencé à diminuer. Et quand on l'appelle, vous voyez un peu. Donc il parle, il articule bien, mais on n'entend plus sa voix. La mère a dit, Prisca a dit, oh non, peut-être parce que, bon, tu as trop joué, tu aimes jouer, tout ça. Et que, ici au Gabon, à Libreville, la saison sèche, en ce moment où on vous parle, c'est la fraîcheur, hein? Oh. Dans certaines provinces, il y a même des grêles. Donc, ça, vous comprenez que ça caille, comme on dit ici. Alors, Prisca a mis ça sous le coup de la saison sèche. Il dit, ah, laisse ça va aller. Il faut dormir. L'enfant se réveille le matin, l'enfant n'a pas de voix. Prisca ne sait pas, elle s'est dit non, c'est la grippe. Elle a donné une tisane à l'enfant. Elle a donné la tisane à l'enfant, machin, tout ça. Elle dit, bon, reste calme un peu. Calme-toi. Toi, tu es trop chaud, tu aimes jouer, tout ça là. Et c'est comme ça que 2, 3 jours sont passés. Mais Prisca remarque que l'enfant ne retrouve pas sa voix. Prisca dit que bon, elle a dit que mais c'est pas normal. Peut-être je suis là assise et peut-être que c'est un sérieux problème qui est en train de se passer. Prisca se lève son enfant et va à l'hôpital. Rencontrer un médecin. Le médecin regarde les cordes vocales de l'enfant, dit mais non, ça va, peut-être parce qu'il a trop joué. On l'a prescrit 2, 3 médicaments, hein, elle a acheté et puis elle est revenue à la maison. On était déjà à 3 jours, non? Voilà, 3 jours passent encore. La situation s'empire. L'enfant n'a plus. Avant, il avait même, on entendait même d'abord, même un peu, du genre. Mais non, là, on n'entendait plus. Rien du tout. Prisca est resté comme ça, là. Prisca s'est dit, bon, Prisca n'est pas le genre qui percute autrement. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas le genre qui a le réflexe, voilà, que c'est autre chose. Elle se dit, non, c'est le genre qui cherche toujours une explication logique. Très bien, c'est ça le mot. Maintenant, une semaine passe. On est déjà 3 jours encore, ça fait 6 jours. Au 8e jour, non, l'enfant est fébrile. L'enfant fait des cauchemars. Elle a même pris Isaac, dormir avec eux, le couple sur lui. Dormir ensemble, tout ça. Mais elle remarque que l'enfant est toujours agité dans le sommeil. Elle dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle a une sœur, vous savez, on a toujours une sœur ou deux avec qui on s'entend bien. Elle a une sœur avec qui Prisca partage pratiquement tout. Elle raconte un peu. C'est comme ça que Déborah, sa sœur, appelle. Oh, Jeanne, Prisca, comment tu vas, machin? Elle dit, ah, ça va. Sauf que, voilà Isaac, hein. Et depuis qu'il est revenu des vacances là-bas, voilà. Isaac, l'enfant est parti. Moi, je pensais que c'était la grippe, machin, on est parti à l'hôpital. Elle a expliqué. Déborah lui a dit que, regarde, moi, je t'ai toujours dit que tu dors. Et comprends une chose, hein, déjà, Prisca. Quand tu dors, ta vie dort. Tu aimes dormir, non? Voilà, la vie de ton enfant va dormir. Soulève-moi l'enfant et tu me suis là où je veux t'emmener. Elle dit, on va aller où? Machin. Elle dit, regarde, allons, je veux t'emmener quelque part. Au Gabon, à Libreville, quand les Gabonais eux-mêmes, ils savent, la team, ils savent que quand on dit des gens part quelque part, le quelque part là, tout le monde connaît. C'est comme ça que Déborah dit à Prisca, soulève-moi l'enfant. De toutes les façons, c'est moi de jeu. Je ne veux pas accepter que l'enfant là, quelque chose l'arrive et que je ne fais rien du tout. C'est comme ça que Prisca soulève l'enfant. La Déborah a dit, tu me trouves au PK12. Les Gabonais connaissent, c'est sur la nationale. C'est pour aller en province. Donc, voilà. C'est comme ça que Prisca trouve sa soeur au PK12. Déborah loue la voiture. Entre-temps, Déborah lui a dit, ah, si tu as un petit quelque chose là-bas, en guise d'argent, 100, 200, 300, soulève, on part.
Allez, elle a soulevé. Ils sont dans la voiture. Priska voit seulement que dans la voiture. Déborah avait loué la voiture. Hein. Ce n'est pas le genre de transport commun, non. Location. Il vit sur la route de Wellington. Mais Déborah dit à Priska qu'elle ment. Reste tranquille. Moi, si je commence à parler, tu vas dire, oh, ça va aller dans tous les sens. Reste tranquille. C'est comme ça qu'ils vont. Priska regarde seulement qu'ils traversent, ils dépassent. Ils sont maintenant dans le Wellington, c'est-à-dire dans le Wellington, la province du Nord, la province du président, le père de. Voilà. Après, Priska se dit que bon, machin, ils voient maintenant, ils traversent le thème. Ils sont maintenant en BAM. Elle dit, oh, maintenant on est déjà au Cameroun. Et puis elle dit, à quoi? Parce qu'on est au Cameroun, qu'il y a quoi? Oh, Déborah, une chaude. Elle dit, allez au cas. Il s'arrête à Ebouleva. Quand il s'arrête à Ebouleva, il dit que bon, maintenant, ici, je vais te dire que ici, quelque part que je voulais t'emmener, c'est ici. Si je te disais ça depuis Libreville, tu n'allais pas accepter et tu n'allais pas venir. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'il a dit, allons-y. Ils sont partis chez un papa. Arrivé chez le papa là. Le papa l'a dit, Déborah avait déjà appelé pour connaître sur le papa là. Le papa l'a dit, je suis là. Donc quand ils arrivent, le papa l'a dit, amenez-moi l'enfant. Le papa Nganga met la main, le papa Nganga met sa main à lui, sur la tête de l'enfant, là où il y a la fontanelle. Et puis il ferme les yeux, il écoute. Il dit à Priska, ton enfant parle. Il parle même très très bien. Mais sa voix n'est plus ici. Sa voix n'est plus ici. C'est là où Priska demande, mais n'est plus ici. Il dit que non, il ne parle plus dans le monde des vivants, c'est-à-dire dans le monde charnel. Sa voix est maintenant de l'autre côté, dans le monde spirituel. Priska dit, pardon? Priska dit, attends. Non, attendez, bloquez d'abord, il faut bloquer. Bloque. Priska dit que, pardon? Que oh. Comment c'est possible? Le papa Nganga de Bolo va lui dire que, mais tu as envoyé ton enfant en vacances, non? Oui. Chez Jeanne. C'est-à-dire, Priska savait que c'est chez Jeanne. Mais le papa n'a pas dit. Là, seulement dit que tu as envoyé ton enfant en vacances, non? Oui. Mais attends. Arrivé là-bas, on a pris la voix de ton enfant. Oh! Priska demande que, mais on a pris la voix, c'est pour faire quoi? Donc Nganga explique que bien. La personne là où tu as envoyé l'enfant, il y a une commerçante. Parmi tes belles-sœurs, il y a une commerçante. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Ta belle-sœur a pris la voix de ton fils pour travailler ça du côté spirituel. Comme elle fait le commerce, c'est la voix de ton enfant qui appelle les clients dans son commerce. Voilà pourquoi dans le sens naturel, ton enfant ne peut plus avoir de voix. Oh, voilà parce que quelqu'un commence maintenant à pleurer. Oh, yo, mon enfant. Oh, yo. Déborah dit que bloque. Il faut d'abord bloquer. Calme-toi. On n'est pas dans les pleurs. Donc, Gaga aussi dit que tu n'es pas venu dans les pleurs. Si Déborah t'a emmené ici, c'est qu'il y a solution. Ok. Et donc, Ganga lui a donné un œuf. Il lui a dit que voilà l'œuf. Il y a une rivière derrière ma case. Tu vas là-bas, tu trempes. Tu ne laisses pas l'œuf tomber. Oh. Tu attrapes ça bien. Tu trempes ça à 3 reprises dans la rivière. Et si l'œuf devient noir, c'est que ça va confirmer ce que je suis en train de dire. Et quand là, l'œuf va devenir, tu casses l'œuf à terre. Ce que tu vas voir, tu vas me dire. Allez, Priska a dit ça dehors, elle est partie. Elle a pris l'œuf. Elle est partie, elle a trempé dans la rivière 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a attendu comme ça. L'œuf a viré. Vous voyez, la couleur a changé. La couleur est devenue noire. Ah! Oh non. Elle regarde comme ça, elle dit, mon Dieu. Et c'est comme ça qu'elle casse l'œuf. L'œuf devient noir. Elle filme. Elle appelle Longanga, sa soeur, il vient nous voir. Oh, machin, tout ça. Longanga a dit, ok, revenez dans la case. Elle dit que bien. Après, Longanga a dit, bon, voilà une poupée. Sur la poupée, tu écris tout le mal qu'on a fait sur ton enfant. Si réellement, c'est pas ta, parce que tu as plusieurs belles-sœurs. Moi, je ne suis pas là pour te dire le nom de X, Y de quelqu'un. Si ta belle-sœur, il y a une belle-sœur qui a fait du mal à ton fils, ça, c'est le retour en l'envoyeur. Ça va repartir chez elle. Et elle va devenir folle. Soit il y a 2 cas. Soit elle va devenir muette elle-même, soit elle va devenir folle. 2 choses, une. Est-ce que vous voyez? Jeanne a dit, il n'y a pas de, plutôt Priska a dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'ils ont payé tout ce qu'il fallait et tout. Et elle est repartie avec la poupée. Elle a écrit tout ce qu'il fallait sur la poupée et tout.
C'est comme ça qu'il revient. Le papa a fait du bien à l'enfant. Il a fait boire des choses à l'enfant. Il a lavé l'enfant aussi avec les plantes, quoi. Il a lavé l'enfant avec les plantes. Il a marché. Il a fait ses prières sur l'enfant. L'enfant s'est senti maintenant apaisé. L'enfant ne s'agitait plus, en fait. Parce qu'ils ont fait des jours là-bas. L'enfant ne s'agitait plus quand il était dans son sommeil. Il était calme, paisible. Mon ganga a dit, tu as vu, non? Comme il est déjà calme, son esprit est revenu. Parce que ça devait être pire que ça. Si tu devais laisser, l'enfant, là, non seulement il devait perdre sa voix, il devait devenir mongol. Parce que la voix, c'est vrai que c'est dans la poitrine, mais c'est aussi dans le cerveau. Il devait devenir mongol. Et ensuite, l'enfant devait devenir fou. Oh, oh, la famille. Un enfant qui devient fou à 6 ans. Non. Prisca, elle supportait seulement, mais elle pleurait. Elle répondait, mais vraiment avec les larmes. Parce qu'elle se demandait, mais c'est quel niveau de sorcellerie? Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'elles ont terminé le traitement. Elles ont pratiquement fait une semaine là-bas. Elles ont terminé le traitement chez Longanga. Après, elles sont reparties. Elles sont revenues sur Libreville. Ah, ben, Nagno. Oh. Quand ils arrivent comme ça, là, Prisca n'a rien dit. Quand ils sont seulement arrivés, Prisca a fait un tour chez la belle-sœur, juste pour la saluer. Prisca n'avait pas dit qu'elle avait bougé. Juste, vous voyez, on est entre belles-sœurs. Elle est arrivée chez Jeanne. Oh, Jeanne, bonjour, comment tu vas? Dès que Jeanne a vu Prisca, bim, le retour à l'envoyeur s'est activé. Adieu, ça s'est activé. Elle a commencé à devenir folle. Elle n'est plus devenue muette, elle est devenue folle. Elle a commencé à parler, oh yo, pardonne-moi, oh non, oh voilà, excuse-moi, j'ai plus la voix d'Isaac, c'est pour travailler, oh, parce qu'il a une belle voix, j'aime la voix de cet enfant. Oh. Et Prisca a écouté tout ce que Longanga lui avait dit. Du genre que tout ce qu'elle va faire, tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Si tu peux enregistrer, enregistre tout ce qu'elle va dire. Et puis quand elle va rentrer dans sa folie, tu tournes tes talons, tu repars. Et il n'envoie plus ton enfant en vacances. N'envoie plus. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est devenue folle, elle a commencé à raconter tout ce qu'elle a fait à l'enfant, elle a pris la voix de l'enfant, c'est pour travailler dans son commerce. Tout ce que Longanga avait dit était net, juste clair. Prisca est partie s'asseoir. C'est là que Prisca a dit que, oh, quelle mauvaise expérience. Nous, quand on était petits, on partait en vacances chez les oncles, les cousins. C'était pour bien, c'était des bonnes vacances. On revient, on est même rafraîchi, on est plein de vie, on est content de connaître la famille. Maintenant, ça là, je veux encore envoyer mon enfant un jour chez quelqu'un. C'est toujours pour dire que nous devons prier sur nos enfants. Si la prière n'est pas suffisante, changeons de manière de prier. Si cette manière de prier n'est pas suffisante encore, en tout cas, nous sommes tous des adultes, hein? Chacun connaît ce qu'il doit faire pour être moins dérangé en fait. Mais la prière reste l'arme la plus sûre, la plus fatale. Vraiment, et puis soyons concentrés. Soyons concentrés. Donc, voilà comment l'histoire s'est terminée. Et bonne soirée à tous. Gros bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir, bonsoir. Salut DMG TV. Mon grand, depuis je suis votre émission depuis 2023, depuis l'année passée. Je suis votre émission et je vous remercie parce que ça sensibilise beaucoup de jeunes. Oui, je suis depuis Douala camerounais, ici camerounais, et je voulais vous raconter une petite histoire mystique que j'ai vécue la semaine passée, le samedi la semaine passée. Oui, donc voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi, donc l'histoire que je veux te raconter, que je veux vous raconter tant pour moi, c'est une histoire mystique que moi-même j'ai vécue avec ma copine, que je vais taire le nom. Bon, l'histoire commence comment? Moi et ma copine, nous avons décidé de sortir un peu pour s'épargner ou d'étendre un peu pour prendre un peu de l'air. Oui. Et maintenant,
Nous sommes sortis, nous sommes arrivés dans une boulangerie ici à, ici à Porte-Maillot. Désolé, tant pour moi. Une boulangerie ici vers le marché Ndorbassi, que je vais taire le nom. Bon, il y a certains amis qui sont aussi arrivés, nous avons fêté, nous avons eu tout ce que nous avons eu à faire. Maintenant, après la soirée de 23h, je crois 23h déjà, oui, 23h, moi et ma copine ont décidé donc de rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur DMG, un peu, ce que je vais te dire, vous n'allez pas croire, mais c'était vraiment vrai. Que jusqu'à présent, nous sommes toujours en train de poursuivre les prières. Nous sommes en prière. J'ai voulu garder ça pour moi, mais je me dois partager, donc je dois dire mon histoire pour prouver à quel point c'est vrai. Après, à un moment donné, on stoppe un taxi course, pour que ça nous laisse à la maison. Oui. Et à un moment donné, dans le taxi, on a trouvé deux jeunes petites filles qui étaient à l'arrière de la voiture, assises derrière. Bon, on dit au chauffeur la destination d'où on va arriver. Il accepte. Il donne le prix. On accepte. Maintenant, non. Nous, on entre dans le véhicule. Les deux petites filles là se reculent donc. Nous sommes en train de rouler alors. Le chauffeur est en train de partir avec nous. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé de faire. DMG, je vous assure au nom de Dieu que l'histoire est vraiment vraie. Comme il y a toujours le rétroviseur sur la voiture, sur le véhicule, je regarde le rétroviseur, je vois deux jeunes filles tellement extrêmement vieilles. Je me dis, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde encore le rétroviseur, je constate encore que les deux jeunes filles sont tellement vieilles, les grandes-mères. Je me tourne, je regarde les deux filles, elles sont en train de dialoguer, elles causent en rien, de belles filles. Je tapote ma copine. Bon, avant de la tapoter pour lui montrer, je dis là, c'est une femme, c'est une fille. Si c'est que je lui fais voir ça, elle peut paniquer. J'ai gardé mon mal à passer, j'ai toujours regardé. Je vois que deux grands-mères sont en train de s'amuser, en train de causer dans la même voiture d'où nous sommes. Mais je ne sais pas comment il fait, mais j'ai flippé. J'ai tellement flippé, j'ai eu peur tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, dès que nous sommes arrivés on était presque à bord, à arrêter avant d'arriver dans notre destination. J'ai dit au chauffeur bon, s'il te plaît, nous on descend ici, on est déjà arrivé. C'est là le chauffeur dit non, nous ne sommes pas encore à Cogefa, non, on va marcher à pied, on va arriver à Cogefa. Le chauffeur dit mais c'est fait tard, il est presque minuit déjà, non, il a insisté, j'ai dit non. J'ai sorti 500 francs, je lui ai remis. Il ne voulait pas laisser le temps de me rembourser. J'ai demandé à ma copine avec pression de sortir. Elle me dit, il y a quoi? J'ai dit, sors du véhicule, sortons. Dès qu'elle est descendue, on a fermé la porte de la voiture, la voiture a continué. À un moment donné, on arrive, comme on finit de traverser la route, quand on descend pour arriver au quartier qui a la sécurité, j'ai dit dans ma copine que les deux jeunes filles qui étaient assises à côté de nous à la voiture là, c'était des grandes-mères. Des grandes-mères arrière grand-mère qui étaient assises derrière nous, avec nous là. Elle a commencé, après elle me dit, pourquoi tu m'as pas dit? Elle dit non, vous les femmes on vous connaît. Tu allais piquer un truc là-bas et ils allaient remarquer que non, on les a remarqués. Parce que tout le long que nous on roulait, ils ne s'attendaient pas, ils ne prêtaient pas attention que moi j'avais déjà regardé. Depuis nous sommes arrivés, j'ai accompagné ma copine. Je suis rentré à la maison, j'ai appelé mon père, je lui ai expliqué. Mon père est venu avec nous. Nous sommes arrivés à l'église, on a expliqué. C'est là on m'a fait comprendre que les deux jeunes filles qui étaient là
ils étaient réincarnés par les petites filles. Ils sont entrés dans le corps d'une de leurs petites filles pour aller un peu essayer de s'amuser et essayer de goûter aussi à la jeunesse avant de rentrer. Mais sinon, ils ne voulaient pas nous faire du mal. Donc, voilà un peu ma part de petite histoire mystique que je voulais essayer de vous raconter là, monsieur DMG TV. Sinon, likons, partageons, abonnez-vous, maximum de likes. Moi, je te suis, même tout à l'heure, je suis en train de travailler. Je suis ton émission avec ma connexion. Donc, ça m'édifie vraiment, ça me fait mûrir. J'ai quel âge? Je n'ai que 25 ans, je suis un jeune. Donc, je partage aussi à tous mes jeunes amis, mes jeunes frères, d'être vraiment prudent dehors et éviter de rentrer trop tard dans la nuit. Si tu constates que tu es sorti avec ta copine et que tu constates une certaine heure, mieux vaut rentrer même le matin. Merci DMG TV, c'était Romuald. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour à toi. Vraiment, ton émission là, c'est une émission importante et très intéressante également. Ça fait depuis 2 ans que je la suis. Je l'ai connue à travers ma copine qui suivait tout le temps à la maison. Parfois, bon, elle aimait suivre ça et il y avait des histoires qui faisaient parfois peur et parfois d'autres qui éveillaient mon esprit parce que c'est exactement, certains racontaient des histoires que je vis exactement. Et je suis Camerounais. Bon, j'ai grandi dans une famille modeste, enfin, où les parents se battaient pour qu'on puisse être à l'abri du besoin quand même. Bon, ce qui fait que mes parents ont toujours eu à embrasser tout le monde. Nous avons grandi à Yaoundé, à la capitale. Nous sommes ressortissants de la région de l'Est. Et vous voyez, c'est une région un peu qui connaît un peu toutes les difficultés. Ce qui veut dire que tout le monde qui venait à Yaoundé et qui venait à la maison se sentait comme chez lui. Les parents accueillaient, il n'y avait pas de discrimination entre nous et tout. Bon, ils n'hésitaient pas à aider selon leurs moyens, selon ce qu'ils pouvaient. Bon, alors, à force de se battre, on a connu la prospérité. Le papa était un ancien pilote d'avion et il a investi aussi dans quelques affaires qui ont commencé à prospérer et tout. Voilà comment l'entourage l'amène à être homme politique. Il finit par devenir une personnalité politique influente dans notre localité. Bon, mais lorsque nous étions déjà là, on recevait beaucoup de gens venaient à la maison. Certains venaient même passer des longs séjours là et tout. On savait ni d'où ils sortaient, nous ils venaient chacun arriver, si votre cousin, si votre tante, ni la maman, ni le papa, personne ne connaissait. Et de temps en temps, certaines personnes nous mettaient en garde. Nos amis qu'on a connus de ce côté-là, à Yaoundé, nous mettaient en garde que non, vous embrassez tout le monde, c'est pas tout le monde qui vient chez vous qui est forcément sain. Il faut vraiment faire attention. Bon, de temps en temps, étant donné que chez nous, dans notre région et dans notre famille, il y a une forte influence de la religion catholique. Les parents et nous, on remettait tout à Dieu, on disait que c'est Dieu qui fait tout. Voilà comment nous sommes restés. Bon, le papa étant devenu donc homme politique, nous avons commencé à recevoir des menaces où on filmait mes frères et moi partout, en ville, à l'école et tout ça. On envoyait des messages, des menaces à la famille, des menaces de mort et tout ça. Bon, c'est où on a commencé à prendre l'histoire au sérieux, on a commencé à prendre peur. La maman même, de temps en temps, pleurait, suppliait le papa de quitter, de laisser la politique et tout. Mais il n'écoutait pas, il disait, ah, c'est le peuple qui m'appelle, c'est ceci, c'est cela, parce que de temps en temps, des gens venaient chez nous à la maison et tout. Mais étant donc devenu maire, quand je dis homme politique, il est devenu maire de notre localité, il était obligé donc de quitter son service et ses affaires, de rentrer s'installer dans sa localité respective pour exercer ses fonctions. Les chefs de village et beaucoup de patriarches se sont réunis. Une fois ils sont venus à la maison, ils ont fait des cérémonies traditionnelles, ils lui ont dit,
tu es un homme politique très influent et tu es très aimé ici, mais le problème c'est que un homme politique ne fonctionne pas comme toi. Il faudrait vraiment que qu'on t'initie, qu'on te fasse des choses pour que tu sois protégé parce que même ton entourage est pourri. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté de toi, qui est autour de toi, qui est forcément qui est clair, qui est sérieux ou bien qui est sincère avec toi. D'autres viennent là plutôt pour te détruire, pour te nuire. Il disait toujours que lui, il s'en fout. S'il est arrivé à ce niveau, c'est que c'est Dieu qui l'a guidé là et Dieu ne peut pas le lâcher. Dieu va le protéger de tout. Rien ne dépasse Dieu. C'était ça. Bon, et nous, on n'a jamais, jusqu'à présent, on n'a jamais réellement cru au marabout et autres. Donc, ça, si je viens même là aujourd'hui, c'est pour chercher à trouver une solution parce que l'affaire est devenue très visible. Très visible. Donc, au point où tu restes comme ça, tu vois vraiment le mal agir dans ta vie ou bien dans certaines situations. Donc, après ça, donc, avec des querelles et tout ce qu'il avait, avec soit ses rivaux, soit ses concurrents directs, d'autres ne se sont pas cachés pour dire qu'ils vont le nuire. Ils vont nuire tout ce qui est de sa descendance, y compris lui-même, que ce soit physiquement, mystiquement ou professionnellement parlant. Voilà où tout le malheur a commencé. Entre-temps, nous étions toujours en ville parce qu'on n'était jamais venu résider au village. Il était descendu au village juste avec la maman. Nous venions juste en vacances et tout. Voilà comment les malheurs ont commencé. Nous avons tous fait des études supérieures. Alors que notre grand frère qui est ingénieur, qui était d'abord ingénieur de son et infographe, il avait son studio d'enregistrement. Il a même fait des morceaux qui ont connu un succès ici au Cameroun. Il a travaillé avec des artistes qui ont connu un très grand succès au Cameroun. Mais comme ça, sans raison, il prend ses appareils. Tous les appareils de son studio, il confie à son ami. Son ami prend les appareils, il s'en va vendre, il prend l'argent, il va en Europe. Il va en Europe. Nous autres qui continuons des études, ça a commencé à devenir comme de la mer à boire. On veut dire, en fin de formation, on remet les diplômes, les parchemins à tout le monde, des attestations. Mais nous, seulement, on vous dit sans raison comme ça, on vous dit il y a tel problème, il faut attendre, c'est monté, c'est descendu, oh, le mémoire a disparu de la machine, il faut aller refaire, il faut aller ressaisir, tu ressaisis. Ou bien tu veux tirer, oh, la clé USB c'est grillée avec toutes les données, toutes les informations, tous les cours, tout. Bref, on a commencé à connaître des tribulations comme ça. Malgré tout, on continuait à prier, à faire des neuvaines et tout. Bon, ça poussait tant bien que mal. Jusqu'au point où on a commencé à connaître le monde professionnel, c'est-à-dire on était recrutés chacun dans une entreprise ou bien dans une ONG. Comme moi, par exemple, j'ai travaillé dans une ONG où j'ai occupé un grand poste. Mais là-bas, le travail, au niveau du travail, on t'apprécie bien, tes collègues même sont très impressionnés par tes performances. Mais intérieurement, tu ne sais pas, c'est comme si tu n'évolues pas. Bon, c'est comme si, je sais pas. C'est comme si tu es bloqué, tout est bloqué, tu ne sais même pas. Oh, après un moment, moi-même, j'ai démissionné. Pas à cause du stress du travail ou bien à cause de quoi, c'est parce que bon, le milieu était bizarre. Ma petite soeur qui me suit, ma soeur cadette également qui me suit, elle-même, après un moment, son contrat est fini. Pour renouveler notre contrat, c'était toujours devenu des problèmes. Elle est restée à la maison, au quartier et tout. Mon grand frère qui avait le studio, après avoir vendu son studio, bon, a pu payer un camion. Il disait que bon, lui, il s'est reconverti en transporteur. Son premier client qui porte du Cameroun pour le Congo, c'était une maman qui allait vendre des bananes plantains. Il avait 4 roues de secours et son camion a 6 roues, je pense. En allant au Congo, il a eu crevaison, d'éclatement de 4 roues. 4 roues. Imaginez-vous 4 roues. C'est-à-dire, il roule et toutes les 4 roues s'éclatent. Il remet les roues de secours maintenant, il roule encore, tout s'éclate. Il fait 2 semaines entre le Cameroun et le Congo dans des bosquets là-bas, comme c'est une zone forestière et tout. Dieu merci parce que bon, rien de grave n'est arrivé en dehors de ces crevaisons. Il est obligé de traîner son camion comme ça au point de tordre les jantes. Ce qui fait que la marchandise qui était des bananes ont commencé à périr, à pourrir. Et la femme a porté plainte pour que le grand lui restitue
au moins son capital qu'elle a investi pour ça. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à présent, il est bloqué au Congo avec son camion. Donc tout ce qu'on a pu faire, ça a commencé. Après, maintenant, c'est que notre papa ne s'intéressait plus tellement à nous, ni à notre maman, ni bref, ni aux choses de notre maison jusqu'à présent. Si vous voulez l'énerver, par exemple, il suffit de prononcer mon nom auprès de lui. Il s'énerve totalement. Ça veut dire qu'il s'est détourné carrément de la famille. Pourtant, il est bien là avec vous, mais il ne s'intéresse pas à ce que vous faites, il s'intéresse ailleurs. Par exemple, vous pouvez lui poser un problème de peut-être 10 000 francs. Il va dire qu'il n'en a pas, mais quelqu'un va l'appeler pour un problème de 100 000 francs, 1 million. Naïvement, comme ça, il répond et il envoie, il fait le dépôt ou bien il appelle la personne de venir chercher. Tout ce qu'il a voulu entreprendre, il a abandonné, il est resté là comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ça nous suit. Bon, maintenant, on a eu à croiser certaines personnes qui nous ont dit non, c'est que vous avez subi un sort. Un sort. Les gens en veulent vraiment à votre papa ou d'autres ont presque touché le diable du doigt. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait contre vous n'est pas facile. N'est pas facile. Ce n'est pas à vous qu'on en veut, c'est à votre vie qu'on en veut. Mais le problème, c'est que pour mieux l'atteindre, il faut qu'on vous étouffe, vous tous. Vous tous. C'est ce qu'on subit donc maintenant. Tout ce qu'on essaie de faire, rien ne marche. Moi particulièrement, qui vous parle, j'ai fait des choses, j'ai des petites entreprises. Parce que je fais dans beaucoup de domaines. J'ai investi dans beaucoup de choses. Il y a même parfois, je mets presque tous mes fonds dans un domaine où je sais que ça va donner. Mais ça ne donne pas. Mais quand j'abandonne, ceux que j'ai recrutés pour travailler avec moi, ils restent continués et ça commence à prospérer. À la fin, je suis découragé. Bon, je me dis, peut-être que c'était moi le problème ou bien c'est comme ça. Ainsi que mes frères, tout tourne comme ça. Mon petit frère, par exemple, le dernier, est resté à Douala où il a aussi des salons de beauté et tout ça. Mais rien ne marche. Parfois même, il te dit que, gars, j'avais l'argent aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il a fait avec. Donc, ça tourne là. Et depuis qu'on nous a dit cela, nous avons essayé de contacter, de voir certaines personnes qui pouvaient nous aider. Tout le monde fuit. Les gens disent que non, la personne qu'on a contactée pour vous jeter ce sort est très, 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 très dangereuse. Donc, il faut vraiment être, je ne sais pas, un prêtre exorciste peut-être de dernière catégorie pour le battre. Sinon, c'est carrément un démon, on ne peut pas s'amuser. Parce que c'est un diable, c'est la vie. C'est la vie qui est mise en jeu. Et maintenant, pour qu'on vous délivre, il faut absolument faire des sacrifices. Et notez que si on vous délivre, pour vous délivrer, forcément quelqu'un va mourir parce que ça ne vient pas. Ceux qui ont fait ça ne viennent pas de loin, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des gens directs de votre famille, qui vous connaissent bien, que vous côtoyez bien. Ça veut dire si vous trouvez quelqu'un pour vous délivrer, vous allez remarquer que le mal ne venait pas de loin, c'était même des gens avec qui vous causez, vous partagez des repas, vous partagez votre quotidien avec eux. Bon, et là, ça donne la chair de poule puisque les années passent, tout passe. Par exemple, moi, j'étais déjà sur le point de me marier. Mais comme ça, là, pour rien, comme ça, la famille de ma femme a rappelé ma femme. C'est une Bamléké, mais qui est née et grandie à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Sa famille l'a rappelé de rentrer en famille. Elle a abandonné le travail et tout ici, à l'Est, où nous vivions parce que nous sommes venus à l'Est à cause du travail, parce que nous travaillons dans les ONG. Mais elle est rentrée, elle est là-bas dans sa famille. Pour rien comme ça. Parfois, elle me rappelle encore, elle me dit qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait là-bas. Et elle a peur, puisque le temps passe, et moi aussi, je suis de mon côté. Donc, pour rien comme ça. Donc, rien ne marche. Vraiment, j'aimerais demander de l'aide à tous les confrères et les gens du groupe qui interviennent souvent dans l'émission, ici, chez DMG, vraiment. Si quelqu'un peut avoir même une bonne adresse, d'un bon prêtre exorciste très puissant ou bien de quelqu'un qui peut m'aider, aider ma famille dans le bon sens, vraiment à annuler ce sort qui a été soi-disant jeté à notre papa, ça nous aidera beaucoup parce qu'on en souffre. On en souffre.
on en souffre. Rien ne marche vraiment. C'est vraiment l'histoire des films, des scénarios de films nigérians que nous on vit. On vit en réalité. C'est même où j'ai pris conscience que parfois, certains scénaristes n'inventent pas des histoires. Ils se basent sur le vécu des autres. Parce que c'est exactement ce qui se passe là, qu'on essaie de raconter dans les films là, que nous on vit. Voilà, des maisons abandonnées et tout. De notre papa, il y a des chantiers même au village où les gens vont jouer aux cartes, où des sorciers vont rester. Et en journée comme la nuit, il y a tous les hiboux là-bas et tout. La dernière fois, j'ai voulu même réaménager une maison là-bas. Question de faire ma résidence de vacances et tout. J'ai commencé à mettre les portes. Le jour que le menuisier a commencé les travaux, j'ai demandé qu'on abatte les arbustes qui étaient aux alentours du camp. Mais un arbre m'a frappé, j'étais dans le coma. J'ai eu tout mon côté gauche bousillé. Et bien après ça, aujourd'hui, j'ai l'arthrose. Je souffre d'arthrose et de nerfs sciatiques dû à ce choc que j'avais eu. C'était en décembre dernier, décembre 2024. J'ai failli mourir. Vraiment. Donc ça, c'est mon histoire. Depuis longtemps, je vous suis, mais je n'ai pas souvent ce courage. Bien, parfois, même le jour que je me décide de contacter DMG pour essayer de demander de l'aide, parfois, c'est une fatigue qui m'emporte. Donc, je ne sais pas. Parfois, c'est un découragement. C'est bizarre. C'est bizarre, vraiment. Si quelqu'un peut vraiment m'aider, peut vraiment nous aider. Vous voyez, j'ai décliné. J'ai omis de donner mon nom, mon adresse exacte parce que je suis facilement reconnaissable par ma voix, parce que je suis très populaire dans mon pays et je ne peux pas donner certains indices parce qu'on pourra facilement vite me reconnaître. C'est pour ça que même le nom, même l'adresse, tout, je n'ai pas donné, même pas à partir de certains petits indices que j'ai donnés, on peut même déjà savoir qui c'est. Donc c'est pour ça que vraiment, excusez-moi si je n'ai pas voulu donner mon nom et mon identité, certains indices, vraiment. Vraiment, excusez-moi, si quelqu'un peut m'aider, vraiment, que DMG mette dans mon inbox. Là-bas, peut-être les gens pourront me laisser des messages, des adresses, des gens que je pourrais contacter. Vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Rien ne marche chez nous, rien carrément. On dirait que nous sommes les derniers. Oh, de nous tous, personne, même nous tous, nous avons fait des études supérieures, des grandes études. Bon, il y a des opportunités, mais on n'arrive jamais à concrétiser quoi que ce soit. Moi, par exemple, je dépense de l'argent dans des projets, des investissements, des trucs. Mais je suis couché là comme un être humain ordinaire, comme tout le monde, qui ne se bat pas, qui ne fait rien. Donc, je suis là. Je ne sais pas, c'est troublant en fait. C'est troublant. Si c'était naturel, plusieurs personnes ne nous auraient pas dit que non, on vous a jeté un sort, parce que beaucoup de gens sont même venus voir la maman qu'il faut chercher à débloquer cette situation aussi. Des gens qui ont aimé le papa, des gens qui nous aiment, qui sont reconnaissants, qui sont restés, qui font preuve de loyauté. Parce que le papa a énormément aidé les gens. Les gens viennent souvent à la maison et disent que non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut. Mais on a peur parce que de quelques personnes qui viennent ou bien ceux qu'on a eu à croiser, à rencontrer, disent que non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux même. Le niveau de sorcellerie de celui qu'on a vu pour nous faire ça, pour nous jeter ce sort est très élevé. C'est le summum même de la sorcellerie. Donc c'est un démon. Bon, là, on ne sait pas. Ça fait vraiment peur. Chaque jour, on dort, la peur dans le ventre. On est parfois désespéré parce que rien ne marche. On se bat tant bien que mal et tout. Pour obtenir quelque chose, il faut d'abord casser la tête. Il faut monter, descendre, faire un truc simple, aussi simple, un service aussi simple, bien un truc aussi simple que les gens peuvent recevoir et tout. Mais chez nous, c'est toujours d'abord il faut les acrobaties, les tournées et tout. Vraiment, DMG, vraiment, je sollicite vraiment votre aide. Que tout le monde qui peut m'aider, vraiment, puisse m'aider. J'espère que mon histoire sera partagée, vraiment. C'est difficile et c'est comme beaucoup de gens disent ici, parce que dans la plupart des histoires, c'est toujours que méfiez-vous de vos proches. Méfiez-vous de vos proches. Et effectivement, tout le monde qui vient nous dit presque la même chose, que ce n'est pas loin, n'accusez pas les étrangers, c'est vous, c'est au sein de votre famille même. Vous serez surpris si vous arrivez
Si vous arrivez à vous soigner, si vous arrivez à vous traiter, vous serez surpris de voir même qui vous faisait ça, bien qui vous voulait du mal. Vous serez très surpris. Donc, et ça nous amène même à éviter maintenant des membres de notre famille et tout. Parce qu'on ne sait même maintenant, on ne sait pas qui est qui maintenant. On est obligé de vivre comme ça. Même avec notre père, même, ça ne va pas, chacun est loin. Donc, vous voyez, vraiment, c'est terrible. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un peut vraiment nous aider, ça sera une bonne chose. Je compte sur vous, DMG, vraiment, aidez-nous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la population de DMG. C'est Madame Ebeke Jacqueline qui raconte toujours ces histoires de son quartier. DMG, je raconte une histoire qui s'est passée aussi il y a longtemps. Pour nous qui étions, quand j'étais petite, les gens qui appellent souvent des témoins de Jéhovah, vous voyez les témoins de Jéhovah de l'époque là. Maintenant, ils ne marchent même pas, qui passent souvent maison par maison là pour faire des prières, qui donnent toujours des petites brochures là, marquées là, réveillez-vous. Donc, ils étaient là, ils éduquaient, tout ça. Et on m'a prêché, on partait à l'église, ils appellent souvent les dirigeants. Comme ça qu'ils sont partis aux dirigeants, un monsieur de mon quartier de l'autre côté. Les gens le prenaient comme quelqu'un de plus spirituel, quoi. Il était parmi les grands enseignants de témoignage. Comme ça qu'on prie, vous dit comment il ne faut pas faire le péché, il ne faut pas faire ceci, cela, il ne faut pas faire cela. Et quand ils prêchaient, les groupes, ils font souvent les groupes de trucs en groupe. Voilà, maintenant, il y a une séance qui est arrivée chez lui. Vraiment, le monsieur là n'était pas sérieux. Mais lui prêchait avec les Bibles. Tous les brochures de témoins, c'était plein dans les armoires là-bas chez lui. Voilà, maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et comme on dit toujours que les rumeurs du quartier, il y a souvent d'autres rumeurs qui sont vraies, d'autres rumeurs qui ne sont pas vraiment vraies. Mais on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On se souvient toujours ce monsieur que, il dit qu'il est quoi, qu'il est le chrétien, avec son comportement christ ici, il y a quoi là. Les gens disaient toujours que le WC est plein. Le WC est plein. Il a toujours le truc, on a mis les trucs dans notre WC. Le WC, c'est pour lui. C'est lui qui a le bois, machin. On va voir. Bon, les gens ne pouvaient pas imaginer. On se disait que, mais c'est un témoin. Est-ce que quelqu'un qui marche avec la Bible qui prêche, est-ce qu'il peut avoir des trucs pareils chez lui? Mais non. C'était loin à savoir. Très loin. On disait toujours que c'est le voisin à côté, ce n'est pas lui, ce n'est pas. On dit que ça vient là-bas. Pourquoi les toilettes sont toujours pleines? Pourquoi? Les gens bavardaient comme ça, disaient que ça c'est un homme de Dieu. Il sort tous les matins, il va prêcher, il sort le soir, il prêche. Et puis il est le grand enseignant de la Bible, celui qui lit les Bibles dans les congrégations des témoins de Jéhovah. Et puis voilà, alors une soirée, et tous. Ils étaient assis là-bas parce qu'ils font souvent la sieste pour se regrouper. On vient dans une maison d'un grand. Ils sont assis comme ça, tous. Ils sont en train de prêcher la Bible DMG. Le gros serpent qui sort seulement de là-bas vers la cuisine là-bas. Ça passe devant les gens là qui étaient assis, les témoins de Jéhovah. Devant. Ils n'avaient même pas moyen de faire disparaître pour dire que mystiquement quoi. Le gros serpent est passé comme ça. Vroom. On dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'on a porté. On a commencé à crier, tout le monde soulevait les pieds. Ça sort de sa maison, de sa cuisine. Ça, c'est quoi? Il n'a même pas pu. Lui-même, il est tombé là. Il m'a dit, mes frères, excusez-moi, c'est mis à genoux pour supplier. Maman, on dit que ça n'entend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que quoi? Donc, ça t'appartient ou c'est pour qui? On a commencé à demander des excuses, tout ça. Maman, c'est depuis ce jour-là qu'on a dit que les gens qui ont les Bibles là, c'était son bois qui l'a trahi. Que tu te caches aujourd'hui. Moi, il sort. Vous priez, comme derrière vous priez là. Le gros serpent est sorti. Et là, on l'avait enlevé dans la congrégation. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, cette histoire n'est jamais finie. On appelle ça ma maison de serpent. Donc, ne vous regardez pas les gens qui ont les Bibles là, qui disent que un témoin de Jéhovah. Le serpent est sorti dans sa maison. Un gros serpent. Il n'y avait même pas moyen de dire que c'est le voisin qui a envoyé, c'est quoi. Et après, il a avoué. Où il a fait comment là-bas. Mon quartier ici a des choses, DMG. Mon quartier ici.
Oh, bye, tapoter, tapoter, tapoter. Ce que vous voulez raconter, Madame Becky avec les histoires de son quartier, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salutations à toute la communauté DMG, commentez, likez, partagez, c'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Salutations à tous. Je voudrais, à travers cette histoire, rappeler aux uns et aux autres que les loges et les sectes ne payent pas. Tôt ou tard, lorsque vous êtes dans les loges et les sectes, tôt ou tard, vous allez payer cher et même de la plus belle des manières. Je voudrais vous rapporter une petite partie d'un enseignement que j'ai eu à faire quelque part au sujet des sectes. Oui, lorsque vous êtes dans les loges, vous connaissez beaucoup de loges qui viennent de l'Occident, même traditionnelles. Alors, dedans, on travaille, on vous apprend comment pirater l'étoile des autres. On vous apprend comment être éternellement au sommet. Et personne n'a accès à votre place. Vous avez des promotions multiples. Pour le faire, ils vont vous vendre des livres énormes, des parchemins, des papyrus, beaucoup de documents qui vont coûter beaucoup d'argent, mais aussi qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Et dans toutes les loges du monde, il y a toujours ce que les gens vont appeler tontine. Nous appelons cela mutuelle. Il y a toujours des contributions pour soutenir la loge. Et on contribue selon son niveau d'élévation. Lorsque vous êtes, par exemple, au 10e niveau, vous pouvez contribuer, je ne sais pas, 10 000. Vous descendez au 9, quand vous arrivez au 9e, etc. jusqu'à vous arriver au premier niveau. Grâce à ces loges, à des pratiques démoniaques que vous faites, alors vous pouvez contribuer jusqu'à des centaines de mille. Seulement là où je vais attirer l'attention, c'est qu'il y a de mystique dans les loges, dans les sectes. Est-ce que vous pensez ce qui vous arrivera à la retraite? Est-ce que vous pensez à ce que vous deviendrez après la retraite? Je vous fais donc cette révélation. Il y a de cela 2 ans, j'ai reçu une famille. La collègue est venue me voir avec une famille. Il y a un enfant qui à un certain moment a commencé à déraisonner. L'enfant a commencé à être malade. Et parfois quand l'enfant tombe, il peut entrer dans un sommeil profond pendant des heures avant de revenir et l'enfant ne sait pas là où il est. Alors nous avons décidé d'engager le combat. Nous sommes en 2023. Et quand nous engageons le combat, qu'est-ce que nous découvrons à la surprise de toute la famille? C'est le père de l'enfant qui est dans l'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père de l'enfant, pendant qu'il était encore en service, est entré dans les loges que vous connaissez tous ici dehors, que je m'abstiens d'appeler le nom. Alors, dans ces loges, les loges ont aidé le père à s'élever. Et le père, dans les loges, avait toujours payé avec de l'argent. Il faisait ses contributions. Les contributions qui étaient montées, même jusqu'à 300, 400 000 le mois. Voilà donc, le père a payé avec de l'argent. Et aujourd'hui, le père est retraité et il ne parvenait plus à payer ses cotisations. C'est alors là on lui a exigé, s'il ne peut plus payer ses cotisations, il doit commencer le sacrifice humain. À défaut, il va payer avec sa tête. Mes frères et mes sœurs, on ne bouffe jamais le diable. Le diable vous donne avec la main droite et il reprend avec la main gauche. Le diable sait piéger les gens. Toi-même qui es dans les loges et dans les sectes, et oui, tu as de l'argent pour payer. Tu dis que tu ne fais pas le sacrifice humain. Est-ce que tu penses, quand tu seras à la retraite, qu'est-ce que tu deviendras, mon frère? En retraite, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu contribues à hauteur de 200, 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA le mois à la retraite. Qu'est-ce que tu pourras faire donc pour payer cela? Je connais aujourd'hui des médecins qui étaient dans ces choses, qui sont allés à 300, 400 000. Mais une fois en retraite, malgré qu'ils ne voyaient plus, ils sont obligés de créer des cliniques où ils opèrent à tort et à travers moins de grossesse. On va vous dire c'est pas césarienne, parce que l'on veut avoir de l'argent pour verser dans les sectes pour se racheter. Mais le malheur, c'est qu'à un certain moment, quand leur secret est découvert, j'en connais beaucoup qui sont tombés dans l'AVC. On a taillé le bras, on a taillé le pied, on a taillé ceci, cela. Et pour finir, ils ont payé de leur propre tête.
Alors ce papa donc, qui a décidé de sacrifier sa fille, voilà le secret donc découvert. Et on a commencé les prières pour bloquer notre papa. Et alors notre papa a commencé à vomir du sang pendant que la maman était avec nous pour que l'on prie pour la fille. Et quand il vomit le sang alors que la mère est quittée de la maison, ça fait quelques jours, à la conquête de la guérison de sa fille, il rapporte dans toute la famille que la femme est en train de chercher à le tuer, que la femme l'a empoisonné, alors que la femme avait déjà fait une semaine dehors. Elle était supposée être dans les hôpitaux pour le soulagement de sa fille. Et le tsar a tellement fait match que pour finir même, il a chassé la femme de la maison. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cette année, cette fille a retrouvé sa guérison et elle va faire ses débuts à l'université cette année. On a laissé le papa à la maison avec sa dernière fille. Et quand le père a commencé à subir, il a voulu violer sa fille sans succès. Et comme les gens dans la famille ont refusé de croire, c'est quand le père a frappé dans la famille de l'un de ses frères que les uns et les autres ont commencé à accepter que le père était dans les choses sombres. Mon frère, ma soeur, on ne bouffe pas le diable. On n'est pas plus sage que le diable. Le diable est hyper rusé. Faisons beaucoup attention. Tu peux te vanter du progrès que le diable te donne. Mais quand tu vas aller en retraite ou quand tu vas dégringoler, qu'est-ce que tu vas devenir? Regardez ces nombreux footballeurs qui ont beau briller pendant leur carrière, mais qui une fois à la retraite, qui une fois après avoir fait le jubilé, sont devenus des mendiants alors qu'ils touchaient des milliards. Si c'est le diable qui t'élève, il prendra aussi les dispositions pour te rabaisser. On ne s'élève pas avec le diable pour longtemps. Tôt ou tard, on va descendre. C'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu à la proxima baisse. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.